La frugalité du Drosera, un roman feuilleton 2.0, collaboratif et un peu perché, d'Hélène du Guézou. Épisode 21. Je reconnais son parfum qui se faufile au beau milieu des odeurs de sang, d'antiseptique, de détergent. Un séisme. Il est dimanche depuis quelques minutes à peine. Je raccroche après un bref entretien avec le gendarme Kevin Pichon, avec qui nous avons passé la soirée d'hier à Bottmeur. Une aventure pareille crée des liens. Mais là, je suis sans voix. Mathilde, elle, s'est endormie comme un bébé, les traits détendus, l'âme libérée. Je suis frappée de constater à quel point les mêmes causes ne provoquent pas les mêmes effets selon les personnes. Pour moi, le sol s'est dérobé sous mes pieds et la chute semble vertigineuse, sans fin. Cela me rappelle une blague, une de celles qui vous laisse entre rire et malaise. Un homme tombe d'un gratte-ciel, et en passant devant les fenêtres des différents étages, il se dit « Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. » 6 jours, 8 disparitions tragiques, 5 meurtres, un suicide. Et ce soir, 2 nouvelles morts violentes. Ce qui me sidère, c'est que le meurtrier était parmi nous. On lui parlait, on le croisait, on le côtoyait, on croyait le connaître. Alors que la nausée me submerge, Mathilde dort paisiblement. Le capitaine Pichon a été avare en détails, ce que je comprends. L'essentiel, a-t-il dit, c'est que nous sommes désormais, nous, membres du crapaud, hors de danger. Il reste des zones d'ombre, des points à vérifier, des éléments à recouper, des auditions à mener, mais a priori les enquêteurs ont résolu l'affaire. Je me dis qu'il était temps car le crapaud ne compte plus que 4 membres. L'assassin allait finir par manquer de victimes. Je pense à Bertrand, qui a payé très cher sa sagacité et son impudence. C'est tout lui, ça. Le FBI perd ce soir son meilleur élément. Quant à Étienne, je n'en reviens pas. Pourquoi ça ne sonne pas juste, mais faute de mieux. Il faut que je dorme, mais dans ma tête, le petit vélo tourne en rond, remontant le courant de mes souvenirs comme un saumon. Il rejoue le fil, malaxe cette matière malléable des faits, assemble ma perception, les hypothèses et les différents événements dans une concrétion qui ne ressemble à rien, qui ne tient pas debout. Je me dis qu'il manque des éléments, que je n'ai pas toutes les cartes en main, et le petit vélo reprend sa course folle, m'épuisant. J'échange des messages consternés avec Margot et Jean-Eudes, alertés par le gendarme et désormais frappés d'insomnie comme moi. On se sermonne, il faut dormir, car la journée de dimanche sera éprouvante. Il est bien trop tard pour annuler ce fichu salon de Plougonvelin, qui ouvrira ses portes dans quelques heures. On rit jaune. Alors qu'on a tergiversé toute la semaine, on se mord les doigts d'avoir si facilement cédé quand il a été question de maintenir cet événement. Les membres du crapaud qui ont voté pour le maintien du salon sont tous morts. Quelle ironie. D'autre part, les bénévoles de Plougonvelin ont fait leur part. La libraire aussi, on ne peut plus reculer, il faudra assumer. Je finis par sombrer dans un sommeil hanté.
Les traits tirés, mais comme régénérés, Mathilde a dressé la plus jolie table du petit déjeuner du monde sur la terrasse. Il n'est pas 7 heures. De la cuisine au jardin, elle ne marche pas, elle volette. Je suis troublée, car pour ma part, je suis abattue, et une douche n'a pas suffi à remettre de l'ordre dans mon monde dévasté par cette semaine effarante. Mathilde nous sert un thé brûlant, fredonnant. L'atmosphère est étrange. L'orage et son déluge ont détrempé la terre, mais avec le soleil de l'aube, la chaleur moite nous enveloppe. Des fragrances d'humus et d'herbes mouillées se mêlent au puissant parfum des rosiers et des giroflées. Le rosier noir domine la mêlée entêtante. Je romps le silence et me tourne vers Mathilde. Ce rosier est étonnant, il s'est acclimaté en quelques jours. J'ai vraiment l'impression que de nouveaux boutons se forment tous les jours. Sa floraison est incroyablement généreuse, presque surnaturelle. C'est un très très beau cadeau. Mais où l'as-tu trouvé? Ah oui, il porte bien son nom, c'est vrai. Sorceresse dure, répond Mathilde. Finis ton thé, faudrait pas trop traîner si on veut arriver à temps à Plougonvelin. Elle ne dit pas un mot sur ce qui s'est passé la veille, sa disparition, ses confidences, le coup de fil de Pichon. Peut-être que, si on n'en parle pas au fond, ce n'est pas tout à fait arrivé, n'est-ce pas? Depuis plus d'un demi-siècle que j'emprunte cette départementale à la belle saison, avec mes grands-parents, mes parents, mes enfants, puis désormais seul, l'effet sur moi est toujours le même, puissant. Je quitte la départementale 789 et je descends très lentement la route Henri-Gourmelin qui descend en pente douce dans la fraîcheur des sous-bois vers la plage du Trésir. Lorsque les 2 tiers de la route boisée sont parcourus, soudain, une trouée lumineuse explose, dévoilant l'anse bleutée et son horizon cabossé de roches perdues, de la pointe de Pénir au tas de pois. Puis, la route paysanne change d'identité à angle droit et devient balnéaire. On longe alors le boulevard de la mer, la longue plage blonde scintillante de mica sur la gauche, et les villas d'un autre siècle sur la droite, que le béton du XXe siècle contamine à mi-chemin. Reste inchangée l'odeur puissante d'iode et d'algues qu'aucun promoteur n'a réussi à faire disparaître. Le bocage, lui, qui surplombait la plage, a abdiqué et disparu, gangrené de lotissements. Jusqu'à la pointe Saint-Mathieu, le cancer immobilier a dévoré presque tous les champs, au profit de petites maisons de carton aux volets roulants, aux portes d'entrée en alu anthracite et ceintes de palissades de plastique. Petite boîte, faite en tiki-taki, petite boîte, toute pareille. Chantonne Mathilde sur le siège passager, alors que je me gare non loin sur le parking poussiéreux, au bord du monde, sur la falaise de nos enfances, au-dessus de la plage de Berthôme. À l'est, au-delà du goulet, Brest-la-Blanche. À l'ouest, la pointe Saint-Mathieu et New York. De grandes banderoles aux couleurs d'un titre de presse local, tendues sur des barrières métalliques, annoncent le salon. Avec Mathilde, on tenait vraiment à ce que le salon se tienne sur ce site exceptionnel. Une lande sauvage, dévalant la falaise vers un îlot coiffé d'un fort, hérité de Vauban, et qui fut longtemps chargé de défendre l'entrée du goulet de Brest des incursions de la perfide Albion. Dès le Mésolithique, une petite humanité y avait taillé des silex, puis des sépultures de l'âge de bronze y avaient accueilli des défunts qui hantaient toujours la puissante houle d'Ouest. Pour toutes ces raisons, et pour 1000 autres, ça nous avait semblé une bonne idée d'y déployer le salon du crapaud, lorsque l'année dernière nous avions inscrit l'événement au cœur de notre programmation annuelle. Nous avions défendu devant les membres du collectif
L'idée que ce lieu était unique face à la mer d'Iroise et aux cailloux de la presqu'île de Crozon, et que, faute de visiteurs, ce qui aurait pu arriver dans la vie d'avant, tant nos salons étaient modestes, on aurait eu tout un univers à contempler toute la journée. Bref, le Barnum du petit théâtre en plein air, face au fort et à Camaret, avait finalement été aménagé pour nous accueillir. Il n'est pas 9 heures, et en principe le salon n'ouvre que dans plus d'1 heure. Mais sur les grands parkings perchés sur la falaise, il y a déjà un bon petit groupe de badauds et surtout une foule électrique de journalistes que tentent de contenir quelques gendarmes. Près des camions siglés aux paraboles déployées des médias d'ici et d'ailleurs, techniciens et journalistes sont au taquet. CNN, la BBC, BFM, France Télévisions, Radio France, Le Monde, Le Télégramme, Ouest France, etc. et plein d'autres. C'était à prévoir. Les chaînes et les radios généralistes ou d'infos que nous avons soigneusement évitées ce matin diffusent certainement en boucle le récit des événements de la nuit. Je reste longtemps paralysé, les mains sur le volant, incapable d'affronter ce maelstrom. Mathilde me secoue. Nous passons le plus discrètement possible les grilles qu'un gendarme referme soigneusement sur nos talons et la horde. Le maire nous reçoit, affichant une mine de circonstance, mi-figue, mi-raisin. Pas mécontent au fond de voir les projecteurs du monde entier braqués sur sa commune. On nous présente un député, le président du conseil départemental, jusqu'au préfet qui a fait le déplacement en compagnie d'un aréopage de messieurs en grands uniformes, policiers ou gendarmes, je ne sais pas trop. Ce n'est plus Berthaume, c'est Fort Knox. Avec l'aide de Margot et Jean-Eudes, qui nous ont précédés d'une bonne demi-heure, la libraire a disposé sur la table de chacun des 4 survivants les titres commandés, et en face, sur une longue table sur laquelle je dépose un bouquet de roses noires du sorceresse du, ceux des disparus. Les bénévoles ont installé un espace dédié aux membres du crapaud qui ne nous rejoindront plus. Photos, coupures de presse, bibliographie. Pour les 2 derniers décès pris par l'urgence, les bénévoles de la bibliothèque n'ont pas fait dans la nuance. Bertrand étant censé, Étienne voué aux gémonies. Nous, les vivants, nous composons. Margot passe d'un pied sur l'autre, contemple ses mains scarifiées par ses rosiers. Jean-Eudes, pétrifié, le regard perdu, les bras croisés comme pour se protéger. Mathilde laisse s'étirer sur un visage creusé un très léger sourire, le regard perdu sur le bleu marine de la mer et du ciel enlacé. Les officiels proposent de rencontrer une bonne fois pour toutes les médias dans une conférence de presse improvisée et collective. L'édile frétille à l'idée de s'adresser à l'univers. Nous mettons aux voix et dans un grand désordre, bénévoles et gendarmes se chargent de faire rentrer la horde avide. L'impréparation est patente, mais profite aux élus, dont le premier magistrat de Plougonvelin, notre hôte, qui lève les 2 mains au ciel, un peu comme le Messie, on est dimanche, ça tombe bien, et improvise un discours lénifiant entrelardé de trémolo. Les municipales approchent. Les flashs crépitent, les caméras tournent, les micros se tendent, les téléphones portables multitâches font tout ça à la fois. Jean-Eudes et Margot disparaîtraient sous les tables si je ne les tenais pas fermement par les mains, un peu comme les acteurs d'une troupe de théâtre sur le point de saluer à la fin d'une pièce aux Français. Notez bien, je ne n'emmène pas large non plus. Le maire termine son laïus,
passe le témoin au député qui, après un long discours, le passe au préfet qui, après un temps infini, le passe enfin au président du conseil départemental qui, après sa logorrhée, se tourne vers nous. Qui d'entre nous va prendre la parole? Mes mains sont broyées par mes camarades qui m'invitent à prendre le relais. Je cligne des yeux comme un hibou, prends une grande inspiration, hésite, déglutis. Mathilde nous prend tous de court. Bonjour à tous et à toutes. Au nom du crapaud, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à ces importants messieurs, maires, députés, présidents et préfets, pour cette bien longue introduction. Tout a été dit. Un grand merci tout particulier aux bénévoles de la médiathèque, dont le dévouement inlassable malgré les circonstances difficiles a été essentiel. Merci également aux services techniques pour leur travail remarquable, en rendant possible la tenue de ce salon dans ce lieu d'exception. Je ne saurais oublier l'engagement indéfectible de la librairie, sans qui cet événement majeur n'aurait pu voir le jour. Il y a dans l'assemblée quelques applaudissements polis de la part du maire, du député, du président, du préfet, de la libraire et des bénévoles. Mathilde balaie très calmement du regard l'assemblée fébrile et poursuit. Ce matin, nous nous trouvons dans une situation qui nous invite à la réflexion. Cette semaine tumultueuse est désormais derrière nous, du moins c'est ce que nous assurent les autorités. Mais elle laisse une empreinte indélébile. Nous choisissons de tourner la page sur cette période de laideur et de violence, tout en honorant la mémoire de nos camarades du crapaud qui, je l'espère, reposent désormais en paix dans un monde meilleur. Toutefois, l'enquête se poursuit. Et nous tenons à souligner le travail opiniâtre du capitaine Pichon et des gendarmes en charge de cette affaire. Leur clairvoyance, leur intuition et leur disponibilité sont à saluer. Pour autant, 8 vies ont été fauchées dans un tourbillon de folie jusqu'au paroxysme de cette nuit. À titre personnel, je souhaite quand même pointer du doigt et déplorer ce mal commis par des hommes. Des hommes qui ont presque vidé le crapaud de sa substance et finalement se sont entretués. Cette réalité me met en colère et me désespère. Les officiels se sont figés, leurs sourires se sont un peu crispés. Je donne un petit coup de coude dans les côtes de Mathilde pour lui faire signe d'abréger. Elle reprend. Faut-il encore croire en une humanité qui semble n'avoir tiré qu'une leçon des erreurs et des horreurs du passé? Que nous réserve ce XXIe siècle déjà marqué par les guerres, les violences et les viols? Quand est-ce que nous, les femmes, cette invisible moitié de l'humanité, ouvrirons-nous collectivement les yeux sur notre sort? Quand est-ce que le monde reconnaîtra pleinement notre valeur et notre droit à une vie sans violence? Ça tourne, ça enregistre, ça crépite, ça griffonne. Stupéfaite, je regarde Mathilde. Un coup d'œil à Jean-Eudes et à Margot confirme qu'ils tombent, eux aussi, des nues. Le maire, le député, le président, le préfet, les yeux exorbités comme des flétans tout juste sortis de l'eau, semblent chercher de l'air et une contenance. Indifférente à notre stupeur, l'oratrice clôt sa diatribe, la voix vibrante. Nous devons continuer à nous battre pour un monde où chaque femme est vue, entendue et respectée. Un monde où nos droits ne sont pas seulement reconnus, mais activement protégés. Et c'est ensemble, femmes et hommes, que nous pourrons construire un avenir plus juste et plus égalitaire. Merci à toutes et à tous. Alors que quelques bénévoles applaudissent, à la fois gênés par le contenu du discours et soulagés qu'il se soit terminé, une forêt de mains se lève. Mais Mathilde se place en retrait et me pousse face à la meute.
Je tente de sauver les meubles en répondant aux questions de la façon la plus lisse et la plus neutre possible. Oui, je suis soulagée. Non, je n'ai plus peur. Oui, je continuerai à écrire. Non, je n'en veux pas aux hommes. Et oui, j'ai besoin d'un café. Pendant ce temps, Mathilde a déposé sur nos emplacements respectifs 4 tasses blanches aux couleurs du crapaud et siglées de nos prénoms. J'en perds la voix. Les journalistes interrogent ensuite individuellement certains d'entre nous pour proposer aux rédactions des encles différents. Baignés du soleil blanc du matin, noyés d'une brume légère, livre et tasse en main, pâle sourire, dos à la mer, le fort comme un la mer. Puis il plie bagages et les premiers visiteurs déferlent, moins attirés par notre plume sans doute que par l'odeur du soufre de cet événement exceptionnel. J'attrape vivement Mathilde par le bras alors qu'elle verse un petit noir bien serré dans ma tasse siglée. Les bénévoles ont pensé à tout. Mais c'était quoi ça? Et d'où viennent ces tasses? Je les ai commandées cette semaine et je les ai reçues hier matin. Garde ton calme. Happé par la foule vorace, je soupire et je grommelle. On en reparlera. Nous avons tout vendu en quelques heures. Mathilde s'est prêtée avec grâce aux questions des visiteurs, tout comme Margot. Jean-Eudes est aux anges, finalement. La libraire aussi, sa caisse enregistreuse crépite non-stop toute la journée. Mains et poignets endoloris par tant de dédicaces. Zygomatiques crispés par tant de sourires sur les selfies des lecteurs. Nous plions bagages après un pot offert par la mairie. Mousseux, jus multifruits et cacahuètes. Margot rince nos nouvelles tasses et les remballe. Pour la prochaine fois? Y aura-t-il une prochaine fois? La libraire plie ses cartons vides, étourdie par cette journée hallucinante. On quitte le site sans un mot. Le voyage retour est tout à fait silencieux. Et je ressasse en boucle in petto. Quelle mouche avait bien pu piquer Mathilde? J'aurais dû être détendue, détachée des choses et des gens. La journée s'est assez bien passée, enfin, elle est derrière nous. Je suis de retour chez moi, avec Mathilde sur le point de reprendre sa voiture pour rentrer chez elle. L'affaire est terminée, tout va rentrer dans l'ordre, enfin, dans un ordre modifié par cette effarante semaine. D'autres routines se mettront en place, je n'en doute pas. Mais comme des virus, les mots de Mathilde enflent dans ma mémoire, et je le sais, dans les médias, sur les réseaux. Mon répondeur est saturé de messages de ma famille, d'amis, de confrères, de journalistes que le discours de Mathilde interroge. Je veux que tout cela soit terminé, je le veux tellement, mais je sens, je sais que ce n'est pas le cas. Mon cœur bat la chamade, mon souffle est court. Je ne vais pas bien, une tempête se lève, insidieuse et implacable. Une sueur aigre perle sur mes tempes. Je fais valser mes ballerines dans l'entrée, je marche pieds nus sur les dalles de schiste du salon, et j'enclenche le CD d'Annie Ebrel qui va m'apaiser. Sa voix de velours sombre enlace aussitôt les murs de la vieille maison, et les vers d'Angela Duval qu'elle interprète s'envolent comme des papillons dans l'air chaud. Au moulin du temps, j'ai broyé les haillons de ma jeunesse, déroule-t-elle, dans sa prosodie singulière. Je sors une bouteille de chardonnay glacé du réfrigérateur, et je me sers un verre d'une belle couleur dorée. J'en sers un autre à Mathilde, qui répond avec véhémence au téléphone, arpentant la terrasse derrière le voilage blanc de la baie vitrée. Je la regarde vibrer, et je la trouve un peu amaigrie dans son large pantalon de lin. Mes mains tremblent un peu comme des feuilles sous la brise. Je lui propose d'un sourire son verre. Le chardonnay y danse, jaune, pâle et brillant. Puis traversant la terrasse, je gagne mon bureau, où me parvient la voix de mezzo-soprano de la chanteuse. Debout dans mon refuge, je contemple le drosera qui déborde et s'étale sur mon bureau. Mon chat antimoine, assis sur ma pile de copies, me fixe de ses yeux d'ambre.
Le rosier noir explose en capiteuses fleurs de velours. Tout est pareil, mais tout est différent. Je porte le verre à mes lèvres, humant d'abord le bouquet fruité et légèrement floral qui s'en dégage. Puis je prends une gorgée, laissant le vin frais et vif emplir ma bouche. Les saveurs de pommes, vertes, de poire, une petite touche de citron dense, suivie d'une pointe de minéralité. Mathilde a raccroché. Elle vide d'un trait le verre de chardonnay et me rejoint dans le bureau, son sac à main dans le pli du coude, sa clé de voiture à la main. Je la fixe. Si tu as une minute avant de rentrer chez toi, j'aimerais bien revenir sur ton discours de ce matin. Était-ce bien le lieu et le moment? Je ferme les yeux un instant, savourant d'une gorgée la fraîcheur du vin. Je pose mon verre, maintenant légèrement marqué par mes lèvres. La condensation glisse et auréole le pied. Mathilde secoue doucement la tête. Ça te semblait improvisé, proféré sous le coup de la fatigue ou de la colère, inapproprié, excessif? Je ne sais pas quoi répondre, car je perçois de l'agacement dans sa voix. J'avance prudemment. Je dis simplement qu'une certaine réserve aurait peut-être mieux convenu dans le contexte. Est-ce que la conférence de presse en présence des officiels était le meilleur moment pour dire tout ça? Alors qu'on est encore dans le brouillard, il y a quand même des zones d'ombre. Et franchement, je pense qu'on n'a pas les réponses à toutes les questions. Un silence s'installe. Mathilde a un drôle de regard. Lélig, tu es depuis toujours une amie formidable. Mais je trouve ta capacité à ne rien voir et à ne rien entendre absolument remarquable. Et ça ne date pas d'hier. J'ouvre de grands yeux. Mais qu'est-ce que tu veux dire? C'est vrai, je n'ai rien vu, rien compris des violences que tu as subies de la part de ton père, mais en ce qui concerne le crapaud, je te l'accorde, si l'hypothèse des gendarmes est juste, ce sont bien des hommes, Étienne et Yvon, qui ont assassiné nos amis, mais de là à généraliser, l'émotion m'étrangle. Chaque inspiration devient un combat, l'air me semble aussi rare et plus précieux que l'or. Une douleur aiguë me traverse la poitrine, comme si une main invisible serrait mon cœur dans un étau de glace. Le monde autour de moi commence à vaciller, les contours des objets se brouillent, le visage de Mathilde s'estompe comme voilé par un brouillard épais. Une vague de nausée me submerge et mon estomac se tord. Je sens le sol se dérober sous mes pieds. Une peur primitive, viscérale, s'empare de moi, comme si les murs de la réalité se fissuraient, laissant entrevoir un abîme de folie et de chaos. Je viens de perdre le contrôle, je crains de sombrer dans cet abîme sans fin. La mort elle-même semble rôder, spectre menaçant, aux portes de ma conscience, et soudain tout devient noir. Je m'effondre, incapable de résister davantage. Dans ma chute, ma tête heurte violemment le sol, une douleur fulgurante traverse mon crâne, et je sens un liquide chaud couler le long de ma tempe. Le sang se répand rapidement, teintant le monde de rouge, avant que les ténèbres ne l'emportent définitivement. Je sombre. Mais un pouls! Incroyable! Elle revient de loin. Va chercher l'interne, vite! De retour dans le monde des vivants, Lélique, rester parmi nous est la meilleure des décisions que vous ayez prises ces derniers temps. Je reconnais la voix de Viviane, la médecin urgentiste qu'on a bien trop croisée ces derniers temps. Je sens que je reviens de loin, de très loin. Mais j'ai quand même l'impression d'avoir toujours été là. Du moins, pas très loin. Petit à petit, quelques sensations me reviennent. J'ai mal partout, absolument partout. J'ai affreusement mal à la poitrine, j'ai mal à la tête, j'ai du mal à respirer. Je tente d'ouvrir les yeux, mais ça me demande une énergie infinie. La lumière me déchire les pupilles, et entre mes paupières douloureuses et mi-closes,
Je vois flou. Les cathéters me sortent de partout. Il me semble être l'hydre de Lerne. Je ne vois pas Mathilde, mais je reconnais son parfum qui se faufile au beau milieu des odeurs de sang, d'antiseptique, de détergent.